Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 14. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez que j'appelle ça un vlog juste parce que c'est enregistré un peu brut de décoffrage, mais bon, vous pouvez aussi appeler ça un podcast. Donc, si vous êtes un ou une fidèle de mes petites vidéos, bah, je suis ravie de vous retrouver. Et si c'est la première fois que vous regardez, bah, je m'appelle Annette Pétavy. J'ai un site internet qui s'appelle annettepetavy.com. Je suis créatrice de modèles de crochet et de tricot. Je suis dénicheuse de fils et je publie aussi sur mon site des modèles d'autres créatrices indépendantes, toujours dans le tricot et le crochet. Alors aujourd'hui, quand j'enregistre, on est le 28 septembre, c'est un jeudi, et le week-end dernier, c'était le week-end du plus grand micro-festival de libération du fil du monde à Lyon, aussi connu sous le nom de code MLF 2.0. Et j'ai participé à l'organisation de ce festival, j'y ai exposé et vendu. J'ai rencontré plein de gens sympas. Merci si vous avez pu venir. Si vous n'avez pas pu venir, ben, certains parmi vous avez quand même participé parce que vous m'aviez envoyé les carrés pour le yarn bombing, donc la décoration du festival en fil. Et voilà. Donc, je vous remercie évidemment vraiment encore une fois du fond du cœur. Vous trouverez sur le blog un reportage un peu plus fouillé sur la réalisation du yarn bombing avec des photos. Là, je voulais juste vous montrer. Donc, vous avez envoyé des carrés. J'en ai reçu 450. Toutes les tailles, toutes les couleurs, etc. Donc, bon, certains, on les a assemblés sur place, mais pour beaucoup, bien sûr, il fallait les pré-assembler. Donc, on a fait des bandes de carrés d'une même taille, à peu près. Et ces bandes qui faisaient 1 mètre de long, on les a assemblées dans des panneaux. Et je voulais juste vous montrer un de ces panneaux. Alors, voilà à quoi ça peut ressembler un panneau d'1 mètre sur 1 mètre, à peu près, hein, parce que bon, c'est du fil, ça s'étire, de carrés venus de toute la France, de Belgique, et dans celui-ci, il n'y a peut-être pas de carrés des États-Unis, mais il y en a eu aussi. Euh, donc, euh, le, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux les grandes bannières qui étaient sur la façade. Donc ça, c'était chaque bannière était composée de 2 carrés comme ça, puis suspendus avec un tasseau en haut et en bois et un tasseau en bois en bas pour un peu lester et leur permettre de rester posés contre la façade. Donc les bannières, je les ai gardées, j'ai tout gardé et j'ai bien fait parce que moi je garde tout ce qui est en fil et donc la première fois qu'on avait fait ce genre de festival avec la fraction armée révolutionnaire du tricot, c'était il y a 4 ans. On avait, à cette époque-là, je vous avais demandé des toiles d'araignée et les toiles d'araignée, je les avais gardées et on les a utilisées encore cette fois-ci. Donc, je vais essayer de convaincre les copines qui là sont un peu fatiguées parce que c'est énormément de boulot d'organiser ce genre d'événement et je suis loin d'être celle qui s'est impliquée le plus. Donc, bon, voilà. Je vais les laisser se reposer un petit peu et après, je vais essayer de les convaincre de recommencer. Euh, Moi, mon idée, c'est qu'on pourrait peut-être faire ça tous les 2 ans. Mais bon, je vous dis ça, je ne dis rien, comme dirait l'autre. Et parce que j'ai déjà une idée pour le yarn bombing du prochain, donc ce serait dommage que ça ne se fasse pas, non? Alors, le mot yarn bombing, je me suis rendu compte en préparant cela et en parlant avec des gens autour de moi. Donc, bien sûr, certes, pas tous des gens qui tricotent
ou qui crochettent, mais bon, même des personnes qui sont dans le fil, tout le monde ne sait pas ce que c'est le yarn bombing. Alors, yarn bombing, c'est le fait d'habiller des objets de l'environnement avec du fil. Souvent pré-travaillés, comme là dans des carrés ou dans des cercles ou dans des panneaux ou quoi que ce soit, pour rendre cet environnement plus personnalisé et puis dans le cadre de l'environnement urbain, plus doux, plus coloré, plus joyeux. Et donc là, c'est quand même quelque chose, l'origine du yarn bombing, il semblerait, et c'est ce que tout le monde, toutes les sources que j'ai pu trouver indiquent, qu'on peut le dater. On le date 2005 et la source est une artiste textile américaine, Magda Sayegh, qui en a eu un peu marre de la ville, de l'environnement urbain dans lequel elle évoluait tous les jours. C'était gris, c'était dur, c'était triste, c'était pas très marrant. Et elle a commencé par habiller une poignée de porte avec de la laine. Elle a continué un peu plus tard avec un poteau d'un panneau de signalisation. Et à partir de là, en fait, c'est devenu un phénomène mondial. Et il existe un TED Talk, donc un petit discours assez court, à peu près 5 minutes, de Magda Sayegh, où elle explique cette origine du yarn bombing. Et il existe une version sous-titrée en français, donc je vais mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez regarder vous-même. C'est tout à fait intéressant. Donc là, le yarn bombing de MLF, même si on habille un poteau devant les locaux, on s'est quand même restreint à la cour intérieure et même l'intérieur de la salle d'exposition. Mais c'est donc pas, on va dire, un graffiti dans l'espace urbain, mais c'était quand même une façon aussi de nous approprier ces locaux, de montrer que si c'était la fête du fil, et que ce fil était totalement libre, n'est-ce pas, à s'exprimer sur les murs, dans l'escalier, sur le barnum à l'entrée, sur la voiture qui était garée dans la cour, etc. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de projet. Je ne le fais pas très souvent parce que j'ai pas l'occasion. Donc moi, ce que j'aime dans ce yarn bombing, c'est que c'est vraiment un projet collectif. Souvent, quand même, quand on tricote, on crochette, une grande partie de ce qu'on fait, on le fait chez soi, seul. C'est un projet, une personne, même quand on fait un apéro tricot ou un tricoté, c'est un projet, une personne. On a chacune ou chacun notre projet qu'on travaille dessus. Ici, c'est forcément collectif. Forcément, parce que, déjà, de toute façon, pour couvrir de mètres carrés avec du fil, ça représenterait un travail trop important pour une seule personne. Et aussi parce que ce qui est beau dans le yarn bombing, c'est le mélange. Et quand on voit un panneau comme ça, ou les autres, bon, excusez-moi de cette petite interruption momentanée, totalement indépendante de ma volonté, c'est le téléphone qui a sonné. Je disais donc, ou j'avais commencé à dire que le yarn bombing, c'est forcément un projet collectif. Parce que, voilà, c'est trop de travail pour une seule personne de tricoter ou crocheter pour couvrir des mètres carrés de murs ou d'autres choses. Et ce qui est beau dans le yarn bombing, pour moi, c'est le mélange. Donc dans un panneau comme ça, donc je vous ai demandé d'utiliser vos restes-fils, ce que vous aimiez plus, ce que vous ne souhaitiez pas utiliser pour autre chose. Bien sûr, il y a une question de passer de beaux fils qu'on verrait bien dans un autre projet, dans quelque chose comme ça.
Et même s'il y a certains carrés qui sont en eux-mêmes très beaux, il y en a d'autres, bah, voilà, tout seul, ça aurait peut-être pas été une grande réussite visuelle. Et en fait, on prend toutes ces choses ordinaires, pas forcément jolies, et on en fait quelque chose de magnifique et très beau. Et ça, je trouve totalement réjouissant. Et c'est vraiment un énorme plaisir. Et après, c'est du suspense aussi, parce que c'est jusqu'au bout qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Et une fois que tout est en place, on voit tout ce mélange, toutes ces petites pièces individuelles, toutes ces choses pas forcément belles qui viennent ensemble et font quelque chose de magnifique. Voilà, donc, grand bonheur pour moi, les unbombing des MLF. Et j'espère que ça vous a plu aussi et que vous avez vraiment senti la possibilité de faire partie de cette œuvre collective. Voilà, donc, bon, ça c'est quand même le passé. Maintenant, on va parler un peu de modèles, de choses, de fils, de choses comme ça. Je voulais commencer par parler du châle que je porte, que j'ai publié après le dernier vlog. Donc, c'est mon châle pyramidal. Je vous en ai parlé de temps en temps déjà avant, mais là, je voulais en profiter pour faire un petit récap d'ensemble maintenant que vous pouvez le voir terminé. Donc, c'est un grand châle en demi-cercle. Comme tous les châles en demi-cercle, ça a tendance à être un peu plus qu'un demi-cercle, mais tant mieux parce que ça se pose encore mieux sur les épaules et ça se porte encore mieux comme ça. Et vous pouvez probablement voir par rapport au dégradé que c'est un châle réalisé dans le fil Whirl que je commençais à vendre il y a quelques mois seulement, juste avant l'été. Donc, pour comprendre le dégradé, je peux vous montrer le coloris qui a été utilisé. C'est celui-ci. Donc, j'ai commencé par le milieu de la pelote et j'ai terminé, donc, forcément, par l'extérieur. Voilà. Donc, pour faire ce modèle ou un autre, je vais parler un petit peu plus sur mes idées derrière le modèle. Donc, toujours quand vous travaillez avec ce fil, bien sûr, le résultat final sera vraiment déterminé par le fait si vous commencez par le milieu ou par l'extérieur. Il y a ce coloris, très graphique, très simple, que je trouve magnifique. Là, vous aurez quelque chose de très différent en commençant à l'intérieur et en terminant donc avec une bordure presque blanche, ou en commençant avec la couleur la plus claire à l'extérieur et en terminant avec le gris très sombre au milieu. Pour celui-ci, par exemple, moi personnellement, donc ça c'est c'est juste un dégradé de gris en fait. Je commencerai par l'extérieur pour avoir la couleur la plus claire vers le visage. Et aussi, je veux dire franchement, de façon pratique, c'est bien de ne pas avoir une bordure blanche parce que ça se salit tout le temps. Voilà, ça c'est la maman qui le dit. Et je voulais juste en profiter pour vous montrer les deux nouveaux coloris que j'ai rentrés dans Whirl, qui iraient aussi magnifiquement bien dans ce modèle. Donc celui-ci, qui édifie un peu mes efforts de photo. On a une sorte de violet très sombre et profond au milieu, puis un dégradé par du bleu électrique, du turquoise, et puis des verts très doux, kaki, à l'extérieur. Et celui-ci, qui sort un peu délavé, comme d'habitude, sur mon retour caméra, mais bon, voilà. Et donc là, on a du violet, pas aussi clair que ça m'a l'air sur l'écran, mais quand même plutôt, on va dire, parme. On passe par des roses, des violets profonds, du vrai rouge et à l'extérieur de l'orange. Donc ça, c'est tout super coloré.
Et je voulais juste, par rapport à ces couleurs, à ces pelotes où il y a vraiment un très grand nombre de couleurs, si vous utilisez une pelote comme ça, parce que donc je rappelle que c'est des pelotes qui font 1000 mètres. Donc il y a largement de quoi faire un projet assez important avec. Donc si vous utilisez une pelote comme ça pour, admettons, tricoter ou crocheter un châle qui consomme à peu près 800 mètres de fil, bah, faites attention à où vous commencez, parce que si vous voulez absolument avoir l'orange, bah, il faut commencer par l'extérieur, parce que vous n'allez pas consommer le violet, qui donc sera à la fin de votre pelote. Ça ne vous empêche pas de faire un petit truc avec, hein, une paire de mitaines ou l'intégrer dans un autre ouvrage, hein. Et pareil ici, si c'est le centre intense qui vous fait craquer, bah, commencez par l'intérieur. Et si c'est le contraste entre le vif et ces tons très doux qui vous intéressent, bah, commencez par l'extérieur. Si vous utilisez ça, par exemple, pour un châle qui va vous consommer 800 mètres, bah, il vous restera 200 mètres de fil à intégrer dans autre chose. Mais faites attention au placement des couleurs. Alors, donc, je voulais juste redire comment j'ai fait pour faire un châle, certes grand, mais tout de même assez aéré et qui a consommé toute la pelote. Bah, d'abord, il y a bien sûr le choix de la forme, hein. J'allais pas faire quelque chose d'allongé, parce que si je fais quelque chose d'allongé, bah, ce sera tellement énorme en largeur que ce sera quasiment pas portable. J'avais plus envie, bon, en l'occurrence, d'arrondi que de, de pointu. Et ça a permis, l'arrondi, le choix de la forme arrondie, de construire cela comme un châle pie. Donc, si vous trouvez que je me répète, voilà, parce que je sais que j'en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est intéressant, donc patience, regardez un peu par la fenêtre, ou voilà, et dans 2 minutes, j'ai fini. Donc, le châle pie, c'est un châle avec des augmentations concentriques. Et ces augmentations sont faites sur certains rangs. C'est-à-dire que vous allez doubler vos mailles sur un rang, et après, vous allez tricoter ou crocheter, parce que ça marche dans les deux techniques, tout droit jusqu'au prochain rang d'augmentation. Donc ici, au milieu, au démarrage, bien sûr, on commence par doubler sur chaque rang. Après, on a quelques rangs tout droit, et ça commence à être vraiment visible à partir d'ici. Donc là, vous avez un rang d'augmentation. Ça veut dire que j'ai doublé le nombre de mailles et qu'ensuite, j'ai crocheté tout droit sans aucune augmentation jusqu'à là, qui est le prochain rang d'augmentation. Et ce qui est intéressant, entre autres, c'est que pour chaque fois que vous faites un rang d'augmentation, vous pouvez faire le double de rang jusqu'au prochain rang d'augmentation par rapport au précédent. Donc là, vous voyez, là, c'est 2 fois plus long, 2 fois plus de rangs qu'ici. Ce qui tombe bien quand on a envie d'intégrer un motif un peu important en taille, comme par exemple donc les triangles aux pyramides là-dedans. Moi, je suis un peu obsédée par les triangles, c'est une forme qui me parle. Donc, et puis j'aime bien les triangles dans un truc arrondi, tout ça, ça me plaît pas mal. Et donc, ça permet, d'une part, ça permet donc de poser un point ou un motif sur un nombre assez important de rangs dès qu'on s'écarte du centre. Et par ailleurs, ça fait en fait que le châle ou le projet, mais c'est quand même un principe, un châle qui se construit avec cette méthode-là, que le châle consomme plus de fil. Parce que si vous augmentez au fur et à mesure, vous rajoutez, moi pour un châle en demi-cercle, bah, disons que pour les brides, j'ajouterais 8 brides par an, à peu près, hein. Là, c'est du double bride, donc je partirais peut-être sur 12, à voir. Mais donc, j'ajouterai bien sûr cela petit à petit sur chaque rang, au fur et à mesure que le châle s'agrandit. Là,
vous augmentez d'un coup. Et en amont, ce sont les mailles que vous allez utiliser jusqu'au prochain rang d'augmentation. Donc, ça fait que cela consomme plus de fil. Ça peut être un inconvénient si vous avez une quantité de fil limitée. Donc, si vous n'avez pas énormément de fils, c'est peut-être une construction à éviter. Si, par contre, vous avez un dégradé où vous voulez vraiment utiliser tout le dégradé et le fil est long, bah voilà, la construction en pis, c'est pas mal. Et je regarde quand même un tout petit peu. Ah non, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire à propos donc de pyramidal. Après, le fil utilisé, donc le Warl, c'est un fil en coton avec un peu d'acrylique, mais franchement, j'ai hésité avant de le prendre, mais l'acrylique, vous ne le sentez pas. Ça le rend peut-être un petit peu plus souple et un petit peu plus léger, et c'est super agréable à porter, hein, je dois avouer. Maintenant, je voulais aussi vous présenter un autre châle qui n'est pas de moi, mais qui est d'une créatrice qui est une nouvelle dans la boutique. Donc le châle en question, c'est celui-ci. C'est le châle South of France de Josette Darley. Donc j'ai été contactée par Josette il y a quelques mois et pour tout vous dire, actuellement je ne cherche pas vraiment à collaborer avec plus de créatrices parce que je pense que c'est important surtout de bien représenter celles qui me font l'honneur de vouloir publier leur modèle dans ma boutique et c'est pas possible de s'éparpiller trop. Mais j'avoue que en discutant avec Josette, en regardant son travail, je me suis dit là, c'est quelqu'un qui a envie, comme moi, de se creuser la tête un peu sur le projet. Ça ne veut pas dire que ces modèles sont difficiles à faire, pas du tout. C'est elle qui a réfléchi en amont, évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a des idées vraiment originales. Bon, regardez ce point. C'est pas banal. C'est pas quelque chose que vous faites en alignant 3 brides et 4 mailles en l'air, quoi. C'est facile à réaliser une fois que vous comprenez la construction, mais c'est quand même bien pensé. En fait, ce point est basé sur ce que Josette appelle les graines. Et ces graines, elles sont posées horizontalement comme ça dans le rang. Donc, vous avez d'habitude de faire des brides toc, 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 ou d'autres mailles, hein, mais je simplifie comme ça, à la verticale sur le rang. Et bien là, Josette, elle couche les graines à l'horizontale. Donc, c'est pas difficile, elle vous explique tout dans la fiche, mais le résultat est quand même hors du commun. Et avec la même histoire de graines, elle construit aussi les cigales qui forment l'arête dorsale de ce châle et qui se retrouvent en quantité dans la bordure. Donc c'est pour ça que ça s'appelle South of France, le sud de la France. Je pense, Josette, hein, vous me corrigerez si je me trompe. Donc voilà, c'est un châle aéré, léger, mais qui a quand même un bon tombé, parce que la bordure est un peu plus serrée que le centre. Ça donne un contraste très sympa aussi. Là, Josette l'a travaillé dans le mérinos fin bleu céleste de ma boutique pour un beau rendu très doux en couleur. Bon, rien ne vous empêche, si vous avez envie de faire un peu plus flash, de choisir par exemple le rose indien que vous voyez là. En tout état de cause, voilà, c'est superposition de châle, c'est peut-être pas le mieux, mais donc le mérinos fin est très doux, donc vous pouvez le porter comme ça autour du cou. Si comme moi, vous préférez ça au fait de porter le châle un peu
de façon classique. Donc c'est un triangle un peu avec la pointe un peu arrondie, ce qui est très sympa. Donc facile à porter, facile à crocheter. Si vous voulez bien vous écarter un tout petit peu de votre idée de comment le crochet se fait. Et vraiment, c'est un modèle à découvrir et il est très intéressant. Voilà, ça fait pas mal de temps que je parle. Il va falloir que j'assemble les deux morceaux de la vidéo comme le téléphone a sonné au milieu. Et je vais m'arrêter là. Je compte revenir vers vous rapidement. Et maintenant, je prépare le prochain week-end tricot et sac à dos. Il reste des places. Si vous voulez vous inscrire, allez vite sur le site tricot et sac à dos .wordpress.com. Vous pouvez aussi googler tricot et sac à dos, ça va venir dans les premiers résultats de Google. Pendant ce week-end-là, on va marcher, on va faire des châles au tricot. On ne va pas tricoter un châle dans le week-end, mais l'idée, c'est de parler construction, de parler comment on intègre ces points et que chacune des participantes, parce que pour l'instant, on n'est que des filles, repartent avec une idée bien construite d'un châle tout à fait personnalisé à tricoter ensuite à la maison. Au printemps, je pense qu'on fera du crochet et sac à dos. Bon, ça rime pas, mais bon, il faudra peut-être qu'on trouve autre chose, mais tant pis. Ensuite, fin octobre, je serai à Felletin, dans la Creuse. J'espère vous y voir nombreux. C'est peut-être la plus belle manifestation à laquelle j'ai le bonheur de participer dans, dans un petit village de la Creuse. Plus de 150 exposants, plein de gens et la laine sous toutes ses formes. Mais d'ici là, je pense vous avoir retrouvé pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous me regardez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.